Voilà pour l'essentiel du menu de ce 20h. Bienvenue à tous. Nous démarrons avec la lecture du communiqué du Conseil des ministres et c'est avec Aram Dao. Le chef de l'État, son Excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a présidé ce jeudi 2 mai 2024 la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres au Palais de la République. À l'entame de sa communication, le président de la République a adressé à nouveau ses condoléances les plus attristées aux familles des victimes du dramatique accident de la route survenu le jeudi 25 avril 2024 sur l'axe Koungheul-Koumpentoum au village de Yamong. Il a souhaité un prompt rétablissement aux blessés qui bénéficient déjà de la prise en charge de l'État. Le chef de l'État a fait part au Conseil de sa vive préoccupation face à la recrudescence des accidents de la route depuis plusieurs semaines. Le président de la République a demandé au ministre en charge des transports terrestres, de la gendarmerie et de la police nationale de proposer, sous la supervision du Premier ministre, un plan d'urgence, de prévention et de sécurité routière qui sera exécuté dans toute sa rigueur et dans les meilleurs délais. Le chef de l'État a en outre instruit le ministre en charge des transports terrestres de procéder à l'évaluation des actions de l'Agence nationale de sécurité routière ANASER et à l'ajustement de ses interventions en termes de sensibilisation et d'accompagnement des acteurs des transports publics, notamment les chauffeurs. À cet effet, il a noté la nécessité pour l'État de consolider le partenariat avec les acteurs et les syndicats de transport pour intensifier le dit processus et sa généralisation. Dans le même élan, le président de la République a demandé une évaluation rapide du système de gestion des sociétés publiques de transport, notamment de la société Dakar Demdik, dont l'audit des activités, des parcs de bus, des ressources humaines, du modèle économique et de la gouvernance globale s'érige en priorité pour consolider le développement du secteur. Il a de plus invité le ministre des Transports terrestres à faire le point sur le lancement effectif des activités du bus rapide transit BRT et ses modalités d'exploitation et de gestion. D'ailleurs, le chef de l'État a demandé au Premier ministre et au ministre en charge des Transports terrestres de préparer la tenue, avant fin juillet 2024, des états généraux des transports publics pour asseoir les consensus indispensables à la transformation rapide et intégrale du transport public. Évoquant la célébration de la fête du travail, le président de la République est revenu sur la cérémonie de remise des cahiers de doléances syndicales des centrales des travailleurs pour l'année 2024, tenue le 1er mai au Palais de la République. Après avoir salué l'engagement consensuel pour un pacte de stabilité sociale durable afin de soutenir la transformation systémique du Sénégal, le président de la République a félicité l'ensemble des travailleurs pour leur contribution remarquable à l'œuvre de construction nationale. Le président de la République a ainsi demandé au gouvernement de prendre en charge sans délai les différentes doléances sectorielles des centrales syndicales et de produire un rapport trimestriel de suivi de la prise en charge des requêtes. Ce document collégial sera présenté en Conseil des ministres par le ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les institutions. Le président de la République a en outre signalé la nécessité de renforcer le dialogue social permanent dans la fonction publique avec une évaluation concertée de l'état des engagements du gouvernement dans le cadre d'accords signés avec les différents secteurs de l'administration. Le chef de l'État a demandé au Premier ministre de veiller à la consolidation du dialogue tripartite État, patronat, centrale syndicale pour assurer la stabilité sociale et la signature prochaine d'un pacte social consensuel et durable, indispensable à la mise en œuvre optimale du programme de transformation systémique du Sénégal. Le chef de l'État a aussi demandé au ministre de la Famille et des Solidarités de procéder à la revue systématique des programmes et projets sociaux en vue d'accélérer, sous la coordination du Premier ministre,
leur actualisation et leur redéploiement sectoriel et territorial dans une dynamique de consolidation soutenue de la justice sociale. Dans cette perspective, le président de la République a indiqué l'urgence d'une actualisation du registre national unique RNU avant le 30 juin 2024 et de revoir les critères d'éligibilité et les listes des bénéficiaires des bourses de sécurité familiale. Le chef de l'État a invité le gouvernement à instaurer une journée de solidarité nationale pour conforter le projet d'un Sénégal juste et prospère dans la solidarité. Le président de la République a informé le Conseil qu'il participera le vendredi 3 mai 2024 avec une forte délégation à la 83e édition du Dakar annuel de Médina Gounass. Au titre de son agenda diplomatique, le président de la République est revenu sur la visite de travail et d'amitié qu'il a effectuée en République de Guinée-Bissau le mardi 30 avril 2024. Il a remercié le président Umaro Sissoko Embalo pour l'accueil exceptionnel et l'hospitalité remarquable qu'il lui a réservé. Enfin, le chef de l'État a annoncé au Conseil sa participation au sommet de l'Organisation de la coopération islamique OCI qui se tiendra les 4 et 5 mai 2024 à Banjul, en République sœur de Gambie. Dans sa communication, le Premier ministre s'est félicité de la tenue le samedi 27 avril 2024 du séminaire gouvernemental dont le ministre, secrétaire général du gouvernement, présentera les conclusions et recommandations. Le Premier ministre a ensuite abordé les priorités autour desquelles il compte mobiliser l'action gouvernementale au cours des prochaines semaines. Il s'agit tout d'abord de la proposition de mesures concrètes d'atténuation de la vie chère, d'un meilleur ciblage des subventions des produits de première nécessité et des produits pétroliers ainsi que de la réduction du train de vie de l'État. Les actions prioritaires porteront également sur les réformes fiscales en vue d'une plus grande équité et de transparence et sur la réforme du système de rémunération dans la fonction publique pour le rendre plus cohérent, juste et équitable en tenant compte de la soutenabilité budgétaire. Enfin, les mesures prioritaires de la feuille de route du gouvernement seront également focalisées sur la campagne de production agricole 2024, le programme 100 000 logements et la promotion du financement des PME-PMI. L'ensemble de ces mesures devront permettre de préparer le terrain à la convocation d'un dialogue social en vue d'aboutir à un pacte fort pour une stabilité sociale durable. Par ailleurs, le Premier ministre a informé le Conseil du programme de réunion des conseils interministériels dans les jours à venir. La première réunion se tiendra le vendredi 3 mai 2024 pour aborder les mesures que l'État compte mettre en œuvre pour la campagne de production agricole 2024, avec la résolution forte de mettre fin à toutes les dérives constatées depuis des années dans la distribution des intrants et du matériel agricole. Enfin, le Premier ministre a rendu compte au Conseil des audiences qu'il a accordées au président de la commission de l'UEMOA et du chef de la mission des services techniques du Fonds monétaire international, séjournant actuellement à Dakar. Il est ressorti des échanges avec la mission technique du FMI, une appréciation satisfaisante relativement au fort engagement des nouvelles autorités pour une meilleure gouvernance économique et sociale. La mission a également relevé la similitude du programme gouvernemental avec le programme signé avec le FMI. Au titre de la communication des ministres, le ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens a fait une communication sur les projets prioritaires dans les domaines routiers, ferroviaires et aériens, ainsi que sur la gestion autoroutière et la sécurité routière. Le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage a fait une communication sur le suivi de la campagne de commercialisation arachidière 2023-2024, la préparation de la campagne agricole 2024-2025
et le suivi des exportations des produits horticoles. Le ministre, secrétaire général du gouvernement, a fait une communication sur les conclusions et recommandations du séminaire gouvernemental. Communiqué du Conseil des ministres fait à Dakar le 2 mai 2024. Et au titre des mesures individuelles, le président de la République a pris les décisions suivantes. Monsieur Babacar Ning, ingénieur en finance et stratégie, précédemment directeur général adjoint du Fonds souverain d'investissement stratégique Fonds 6, est nommé directeur général du Fonds souverain d'investissement stratégique Fonds 6 en remplacement de monsieur Abdoulaye Diouf Sarr. Monsieur Daïrou Thiam, ingénieur en informatique et télécommunications, est nommé directeur général de l'autorité de régulation des télécommunications et des postes ARTP en remplacement de monsieur Abdou Karim Sall. Monsieur Hassan Beng, titulaire d'un Master 2 en administration des affaires, est nommé directeur général de la société Dakar Demdik en remplacement de monsieur Ousmane Silla. Monsieur Nene Mbouch, maître de conférence titulaire à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, est nommé directeur du Centre des œuvres universitaires de Dakar COUD en remplacement de monsieur Maguette Sen. Monsieur Ngagne Demba Touré, titulaire d'un Master 2 en droit et gouvernance des énergies et des mines, est nommé directeur général de la Société des mines du Sénégal, SOMISEN, en remplacement de monsieur Ousmane Sissé. Madame Aminata Sarr, docteur en lettres et sciences humaines, est nommée directeur général de la Société anonyme Télédiffusion du Sénégal, TDS, et ça en remplacement de madame Nafissatou Diouf. Madame Daï Rokhaya Thiam, titulaire d'un Master 2 en droit international, est nommée directeur général du Conseil sénégalais des chargeurs COSEC en remplacement de monsieur Abdoulaye Diop. Monsieur Abdoul Nian, ingénieur hydraulicien, est nommé directeur général de la Société nationale des eaux du Sénégal, SONES, en remplacement de monsieur Charles Fall. Monsieur Mamadou Habib Diop, ingénieur en génie des procédés industriels, spécialiste en management d'entreprise, est nommé directeur général de la Société africaine de raffinage SAR, en remplacement de madame Mariam Ndoye de Crène. Monsieur Ibrahima Ba, ingénieur électromécanicien, est nommé directeur général de la Société nationale des chemins de fer du Sénégal, CFS, en remplacement de monsieur El Haji Malik Ndoye. Voilà pour la lecture du communiqué du Conseil des ministres, conseil qui s'est réuni hier au Palais de la République sous la présidence du chef de l'État. Le chef de l'État, justement, qui a reçu hier dans la soirée l'envoyé spécial du président sud-coréen. La vice-ministre des Affaires étrangères porte l'invitation du président Bassirou Diomaye Faye au sommet Corée-Afrique. Le président du groupe de la BAD et le gouverneur de la BCEAO ont aussi été reçus par le chef de l'État. Leurs échanges ont surtout porté sur l'investissement et les réformes attendues dans le secteur de l'économie. La synthèse d'Aboubakri Kane. Au menu de l'audience que le président Bassirou Diomaye Faye a accordé au gouverneur de la BCEAO, la revue de la situation macroéconomique de la sous-région, marquée par la résilience et la solidité de la croissance. Dans l'ensemble, la situation de notre Union elle est bonne, malgré tous les chocs que nous avons connus et que nous continuons de connaître. La croissance économique reste solide dans notre zone, devrait être au-dessus de 5% en 2023 et atteindre pratiquement 7% en 2024. Nous avons réussi à stabiliser l'inflation dans l'Union. Aujourd'hui, après une inflation de plus de 7% en 2022, nous avons fini 2023 à 3%, 3,7%, et ça devrait baisser encore en 2024. Et au niveau de nos échanges extérieurs également, la situation s'améliore. Le secteur bancaire est solide. Jean-Claude Cassibrou a également évoqué avec le président de la République les réformes envisagées à court terme, mais aussi la situation financière du Sénégal. Au niveau donc de la croissance, de l'inflation,
Le secteur bancaire, comme je l'ai dit, est résilient. On a des banques qui sont dans l'ensemble en bonne situation. Les crédits à l'économie sont soutenus. Ils augmentent au cours des 3 dernières années à un taux de plus de 10%, donc de 2 chiffres en moyenne. Et donc ça se poursuit. Nous sommes en train de revoir la réglementation. Nous avons revu la loi bancaire, la loi sur la microfinance, la convention de la commission bancaire. Et donc nous poursuivons donc dans cette dynamique avec d'autres réformes qui vont être introduites en 2024. Nous sommes en train de développer tout le processus de digitalisation. Nous voulons accroître, intensifier la digitalisation dans notre espace monétaire, dans notre région, pour justement faciliter le paiement et par ce biais accroître l'inclusion financière. Autre audience, celle du président du groupe de la Banque africaine de développement. Les réformes ont aussi été au cœur des discussions. La Banque africaine de développement soutient fortement ce gouvernement. Je soutiens fortement parce que la stratégie qui a été définie, qui s'appelle le projet de président, c'est un projet qui vise à faire beaucoup de réformes. Je peux appeler ça comme un tsunami de réformes. Réforme au niveau fiscal, réforme au niveau monétaire, réforme des institutions de l'État, au niveau juridique, au niveau de la gestion des ressources publiques, parce que c'est quelqu'un qui vient, qui fait l'impôt et tout cela, donc il connaît très bien. Et aussi, il a beaucoup exprimé son intérêt de voir aussi la restructuration de l'économie pour voir une industrialisation locale, consommer les choses qui sont produites. Akinwumi Adesina de saluer l'intérêt que le président Bassirou Diomaye Faye accorde à l'investissement dans les domaines relatifs à la création de l'emploi, notamment des jeunes, la santé et l'agriculture. On va faire beaucoup d'investissements sur l'infrastructure pour l'agriculture, surtout sur l'irrigation. Nous avons parlé concernant du riz, du maïs, de blé, surtout, qui est vraiment très important pour lui. Et je lui avais assuré que l'engagement sera très fort de la Banque africaine de développement. Et deuxièmement, nous avons aussi parlé concernant la santé. De la santé. Le chef de l'État est vraiment intéressé d'assurer l'autosuffisance au niveau de la santé et le produit pharmaceutique ici au Sénégal. Le chef de l'État aussi a parlé beaucoup concernant l'engagement des jeunes, la création de l'emploi des jeunes. Et je lui avais assuré que la Banque africaine de développement mettrait à la disposition de son gouvernement les instruments que nous appelons la banque d'investissement dans l'entrepreneuriat de jeunes. Pour cette année, la Banque africaine de développement mettra à la disposition du gouvernement 500 millions de dollars pour les projets dans différents volets. C'est pour les besoins de la première édition du sommet Corée-Afrique prévu les 4 et 5 juin prochains que Séoul a dépêché à Dakar sa vice-ministre des Affaires étrangères. La Corée et le Sénégal maintiennent la coopération bilatérale depuis longtemps et nous allons toujours continuer cette coopération à l'avenir. Aujourd'hui, j'ai rencontré Monsieur le Président. C'est pour discuter la coopération d'avenir. Et je suis venue ici pour inviter Monsieur le Président au sommet Corée-Afrique qui se tiendra en juin à Séoul, pour lui demander sa participation à ce sommet. Puis toujours, nous avons bien développé surtout la coopération économique. Nous avons discuté pour renforcer et approfondir notre coopération ensemble. Le président Bassirou Diomaye Faye est convié à cette rencontre qui devrait jeter les bases d'une coopération plus soutenue entre l'Afrique et la Corée du Sud. Le chef de l'État a effectué ce vendredi une visite de courtoisie à la famille de Thierno Mohamedou Seydouba de Médina Gounass, une démarche saluée par le calife Thierno Ahmadou Tidiane Ba. Sur place, le président Bassirou Diomaye Faye a sacrifié à la prière du vendredi avant de se rendre sur le site du Dakar, un événement religieux unique en son genre. Le compte rendu avec Aboubakri Kane. Arrivé à Tambacounda, à bord de l'avion Casa 295 de l'armée, le président de la République a été accueilli par les autorités locales. Le thermomètre affiché 41 degrés. Aussitôt après, le président de la République et sa délégation ont pris la direction de la Haute-Casamance.
Dans la région de Kolda, département de Vélingara, le président Bassirou Diomaye Faye est venu rendre une visite de courtoisie à la famille de Thierno Mouhamadou Seydouba. Saluant la démarche de foi du chef de l'État, le khalife général de Médina Gounass, Thierno Amadou Tidiane Ba, a exprimé tout le plaisir et la fierté de la cité religieuse de l'accueillir en cette période du Dakar, ou la retraite spirituelle. Une rencontre dont l'essence même est de permettre aux croyants de se concentrer, ne serait-ce qu'une fois pendant quelques jours, à la glorification du Tout-Puissant. Une mission qui consiste à rester au service exclusif de l'islam, à cultiver la paix et œuvrer à l'unité et à la concorde des populations. Le président Bassirou Diomaye Faye a, lui, mis l'accent sur l'œuvre de Thierno Mouhamadou Seydouba et le legs qu'il a laissé à la postérité. Le chef de l'État se félicite également du rôle important joué aujourd'hui par les continuateurs de cette mission. Le président Diomaye Faye a dit au khalife son intention d'accompagner la famille sur cette voie avant de solliciter des prières pour la lourde mission à lui confiée par les Sénégalais à la tête du pays. Autre temps fort de cette mission, la grande prière du vendredi à laquelle le président Bassirou Diomaye Faye a sacrifié dans la cité religieuse de Médina Gounass, fondée par Thierno Mouhamadou Seydouba. Prière dirigée par l'imam ratib Thierno Ibn Oumar Ba. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. لا يهدون بشيء من علمه. Cap ensuite sur le site du Dakar, à une dizaine de kilomètres de la cité. Un événement religieux annuel qui se tient depuis 1942 et qui réunit des milliers de fidèles venant de toutes les régions du Sénégal et de plusieurs pays de la sous-région. Nous restons à Médina Gounass où le ministère de la Santé a mis en place un dispositif exceptionnel pour assurer la sécurité sanitaire des pèlerins. Avec 3 unités mobiles sur le terrain, plus de 3000 consultations ont été réalisées depuis le début de l'événement. Tidiane Cissé. À quelques jours de la fin de cette 83e édition du Dakar de Médina Gounass, les autorités sanitaires ont fait le bilan à mi-parcours de la couverture sanitaire de l'événement. Une manière de faire un récapitulatif des moyens mobilisés et des résultats obtenus. Nous avons consulté environ 3000 personnes. Donc, qui est d'habitude la moyenne au niveau des différents Dakar. Vraiment, le ministère a mis tous les moyens pour que cette couverture se passe dans de bonnes conditions. Asthénie, céphalée, fatigue, diarrhée, déshydratation, hypertension artérielle. Voilà en quelque sorte les pathologies diagnostiquées chez les patients. Et ça peut s'expliquer. Parce qu'il fait très chaud et l'alimentation aussi, les gens vivent dans des conditions, vous savez, Dakar, c'est comme le nom dit, donc c'est normal que ces conditions ne soient pas les meilleures. C'est pourquoi nous procédons chaque jour à des visites de supervision et le contrôle sanitaire. À côté du site du Dakar, il y a eu également la mise en place de postes de contrôle sanitaire au niveau des points d'entrée les plus stratégiques et la mobilisation d'une quinzaine de médecins et d'ambulances. En tout cas, nous avons renforcé le poste de contrôle de Kalifou. C'est un poste de contrôle, je précise, c'est un poste de contrôle qui fonctionne permanemment, même en dehors du Dakar. Oui, celui de Manda aussi. Manda, en fait, Manda, ce n'est pas un poste de contrôle, mais comme c'est un carrefour, nous avons mis une équipe à Manda avec une ambulance. Depuis le début de cette 83e édition du Dakar de Médina Gounass, le 27 avril dernier, il y a eu également l'évacuation d'une dizaine de personnes vers les structures sanitaires de Kolda et de Tambacounda. Et au cœur du Dakar de Médina Gounass, les tablettes coraniques s'érigent en véritable symbole de la ferveur spirituelle. Ces objets d'artisanat essentiels à l'apprentissage des Écritures saintes captivent par leur histoire et leur importance, plongés dans l'univers de ces pièces artisanales très prisées avec Abdoulaye Sinkari. Avec beaucoup d'entrain et de précision,
Amadou Gadiaga apporte la dernière touche à ses tablettes. Une attention et des gestes mesurés qui trahissent le respect qu'il a pour cet outil qui, à première vue, n'est qu'un morceau de planche. Cette tablette est utilisée dans toutes les écoles coraniques du pays. Tous les érudits ont appris avec. Amadou vient de Richard Toll. Au Dakar de Médina Gounass, la tablette coranique appelée ici Alwa est le principal produit qu'il propose. La tablette est faite à base de bois de khos. Plus elle dure, plus elle est lisse. Les artisans viennent de partout pour vendre cet outil symbolique à plus d'un titre. Grâce à Dieu, la tablette coranique fait partie intégrante du Dakar. Le Dakar sans cette tablette, c'est comme un repas sans sel. En regardant ces tablettes, Ousmane Sow se souvient des années qu'il a passées à l'école coranique. Je me rappelle avoir appris avec une tablette de cette taille. Pour les parents qui ont confié leurs enfants à des érudits du Fouta, le Dakar est l'occasion de leur renouveler l'outil. Nous achetons des tablettes à envoyer à nos enfants. Leurs maîtres coraniques sont venus pour le Dakar. Pour ce maître coranique, l'histoire de la tablette remonte de très loin. Cette tablette est comme un repère. Du temps du prophète, on écrivait avec des peaux d'animaux. C'est par la suite qu'on a commencé à utiliser les tablettes. Son utilisation reste très avantageuse pour l'apprenant. Parce que c'est plus facile pour l'enfant. Et la tablette lui permet de se familiariser avec l'écriture. Pendant la période du Dakar, les tablettes coraniques sont déposées car les cours ont vaqué dans tous les daras de Médina Gounass. Et je rappelle que vous pouvez suivre une page spéciale sur le Dakar de Médina Gounass juste après cette édition. Et puis ce tweet du chef de l'État à l'occasion de la Journée internationale de la liberté de la presse célébrée ce 3 mai. Je cite, la liberté de presse, véritable pierre angulaire des sociétés démocratiques, garantit que chaque citoyen reste informé, engagé et participe activement aux débats essentiels qui façonnent notre avenir commun. Je réaffirme mon engagement à soutenir une presse libre et diversifiée, pilier indispensable de notre démocratie, a dit le chef de l'État sur X, ex-Twitter. Autre titre, ce soir, cette révolution dans le secteur agricole qui s'annonce pour la campagne 2024-2025. Le Premier ministre Ousmane Sonko, lors d'un conseil interministériel, a dévoilé des changements majeurs. Digitalisation de la distribution des intrants, ajustement des subventions et un nouveau ciblage des bénéficiaires. Avec un budget colossal de 120 milliards de francs CFA, l'État se réinvente pour booster sa production agricole. Les détails avec Aramda. La campagne agricole s'ouvre sur un champ lexical d'une dynamique nouvelle. Rupture, transparence, efficacité, l'organisation et les procédures changent. Le Premier ministre en donne les raisons valables. Le Sénégal alloue, année après année, d'énormes ressources financières à la subvention des intrants agricoles. Sur les années 2020, 2021, 2022 et 2023, une enveloppe globale de 310 milliards a été allouée à l'agriculture sénégalaise. Malheureusement, il faut constater et regretter que ces importants moyens financiers n'aient pas profité aux véritables cibles,
Désormais, les ressources et moyens consentis à l'agriculture iront à ceux qui la pratiquent. Le tout nouveau dispositif organisationnel intègre la digitalisation. Elle sera de mise pour la distribution des intrants, le tout sous la supervision des forces de défense et de sécurité. Mais avant tout, l'État solde ses dettes. J'engage Monsieur le ministre des Finances et du Budget à prendre les mesures nécessaires pour solder la dette de l'État vis-à-vis des opérateurs pour les campagnes 2021, 2022 et 2023, au plus tard au cours de la semaine du 6 au 10 mai 2024. Au titre des fournitures de semences, engrais et produits phytosanitaires, j'engage Monsieur le ministre chargé de l'Agriculture à prendre toutes les dispositions requises pour le démarrage effectif de la distribution des intrants en quantité et en qualité dans les plus brefs délais, en accordant une attention toute particulière à l'implication active des coopératives et des sociétés de coopératives. Le respect des principes de transparence et d'efficacité devrait là aussi guider les autorités. Le Premier ministre engage le ministre de l'Agriculture à assurer une traçabilité des subventions de l'État. En relation avec le ministre des Télécommunications et du Numérique, et dans le strict respect de la réglementation régissant la protection des données personnelles, à instaurer un identifiant appelé carte d'identité pour chaque producteur bénéficiaire de la subvention de l'État et pour chaque opérateur fournisseur d'intrants agricoles, par la mise en place d'une plateforme de gestion et de suivi en temps réel, assurant une traçabilité complète des subventions agricoles, de la définition des objectifs de campagne jusqu'aux mises à disposition des intrants aux producteurs, en passant par les notifications aux fournisseurs. Et pour financer le tout, l'État casque fort de 100 milliards la campagne précédente. Le budget s'élève pour cette année à 120 milliards de francs CFA. Au titre du matériel agricole, j'engage Monsieur le ministre chargé de l'Agriculture à commanditer un audit du programme Intermac et Sismar d'acquisition et de distribution de matériels agricoles, de magasins de stockage d'intrants agricoles et de chambres frigorifiques. C'est devant opérateurs, financiers, producteurs et acteurs du secteur agricole que ce conseil interministériel s'est tenu à Diamniadio. Tous se redonnent rendez-vous pour un conseil supérieur d'orientation agro-silvo-pastorale que le gouvernement est appelé à tenir. Et pour ces 23 mesures novatrices prévues pour la campagne agricole de cette année, nous accueillons sur notre plateau de ce 20h le ministre de l'Agriculture. Bonjour, monsieur Mabouba Diagne. Bonjour. Quelles sont d'abord les principales motivations derrière l'allocution de ce budget record, un budget record de 120 milliards de francs CFA, et comment ce budget sera-t-il réparti parmi les différents programmes et initiatives annoncés? Permettez-moi d'abord de vous remercier, de remercier tous vos collègues et de remercier son Excellence le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, et tous nos collègues et mes équipes qui ont participé aujourd'hui à l'organisation de ce premier Conseil interministériel pour la préparation de la campagne agricole 2024-2025. Ce budget, d'abord, permettez-moi de signaler que c'est un budget record de 120 millions. De 120 milliards. L'année dernière, c'était 100 milliards de francs CFA. Cette année-ci, on a augmenté à 120 milliards. Cela montre l'importance que son Excellence le Président de la République, le Premier ministre et tout le nouveau gouvernement accordent à notre souveraineté alimentaire. Mais comment ce budget sera réparti? En priorité, nous mettons l'accent, nous comptons mettre l'accent sur les engrais, mais aussi sur les semences certifiées. Comme vous le savez, nous ne pouvons pas atteindre l'autosuffisance alimentaire si nous ne misons pas sur les semences certifiées, sur la fertilisation des sols, mais tout en mettant aussi l'accent sur la protection des végétaux. C'est toute une stratégie nouvelle que nous comptons déployer
en s'appuyant aussi sur les nouvelles technologies. Et comme vous allez l'entendre très bientôt, nous allons déployer le concept de la carte digitale du fermier. Et le Premier ministre a aussi mentionné l'importance de solder la dette de l'État vis-à-vis des opérateurs pour les campagnes précédentes. Quel impact attendez-vous de cette résolution? D'abord, c'est un message très fort, un message qui soulage tous nos partenaires. Les dettes de 2021, 2022, 2023 à hauteur de 41 milliards vont être soldées dans les 10 jours à venir. Ça aussi, c'est un record. Cela montre l'importance que son Excellence le Président de la République, que le Premier ministre et tout le nouveau gouvernement accordent à l'accompagnement du secteur agricole et de l'élevage. Il y a aussi l'audit de la dette de la campagne agricole 2023-2024, la campagne passée, et le plan d'épurement également proposé. Quelles mesures spécifiques envisagez-vous pour améliorer la transparence et l'efficacité dans la gestion des fonds? Pour répondre à cette question, permettez-moi d'abord de remercier mon collègue Général Diop, ministre des Forces armées, avec qui nous comptons travailler main dans la main. Nous savons que la gendarmerie nationale est dans toutes les 557 communes du Sénégal et nous comptons aussi travailler avec les inspecteurs du ministère du Commerce. C'est toute la batterie, toute la panoplie et tous les partenaires, y compris les collectivités locales, pour amener beaucoup de transparence et s'assurer que les engrais et les semences aient aux endroits. Et pourriez-vous également nous détailler, Monsieur le ministre, les mesures prises pour assurer une distribution efficace et transparente des intrants agricoles et comment les coopératives et sociétés de coopératives seront-elles impliquées dans ce processus très important? Vous savez, permettez-moi d'abord de dire que le Sénégal importe aujourd'hui plus de 1070 milliards de francs CFA pour se nourrir. Et raison pour laquelle mais 85% de la production produite aujourd'hui pour nourrir le Sénégal vient des communes rurales. Raison pour laquelle son Excellence le Président de la République, le Premier ministre, nous a instruit d'innover en créant le concept de coopérative agricole communale pour accompagner non seulement les paysans à produire ce que nous mangeons, mais à les organiser en termes de coopératives, en boostant la production de semences certifiées, en regardant la santé des sols, une fertilisation soutenue, mais tout ça accompagné par une digitalisation de notre agriculture et une agriculture basée sur l'innovation. La lutte également contre les oiseaux granivores, on en parle, c'est une nouvelle priorité pour le gouvernement. Quelles stratégies ont été mises en place pour protéger les zones de culture du riz, par exemple? Là aussi, nous comptons, au-delà du fait que nous comptons renforcer le budget de la direction de la protection des végétaux, nous comptons aussi travailler en étroite collaboration avec nos collègues, avec l'armée. Et aujourd'hui, nous comptons renforcer le concept d'armée-nation. Donc, les avions de l'armée vont être utilisés pour protéger aussi les végétaux. Il y a aussi l'enseignante question du matériel agricole. Comment les décisions concernant la distribution et la cession de ces matériels agricoles acquis récemment par l'État du Sénégal vont-elles affecter les petits et moyens agriculteurs, notamment dans la vallée du fleuve Sénégal? D'ailleurs, je viens juste de parler avec Mme Korka et le Premier ministre nous a instruit de travailler en étroite collaboration avec le gouverneur de Saint-Louis pour rapidement déployer le matériel agricole acquis par le gouvernement du Sénégal, qui est dans l'ordre de 85 milliards dans le programme Intermac. Nous comptons aussi travailler, le Premier ministre nous a instruit d'accélérer la collaboration avec Sismar pour le petit matériel agricole. Donc cette campagne, comme vous avez dû l'entendre, Anassim nous a donné déjà de bonnes nouvelles. Nous prions que le bon Dieu nous accompagne avec la pluviométrie, mais l'État a déjà pris tous les dispositifs et encore une fois de plus, merci à son Excellence le Président de la République, merci au Premier ministre de nous avoir doté tous les moyens dont nous avons besoin
pour réussir une bonne campagne. L'avant-dernière question, Monsieur le ministre, porte sur les institutions financières. Elles sont au cœur même de cette stratégie. Quelles sont les attentes du gouvernement concernant justement le rôle de ces institutions financières dans le soutien de la campagne agricole et quelles mesures spécifiques sont prévues pour renforcer leur implication? D'abord, permettez-moi de remercier mon collègue ministre des Finances, Cheikh Diba, mon collègue ministre de l'Économie, qui n'ont ménagé aucun effort. Ils ont déjà, au-delà de la mobilisation des ressources pour solder la dette, ils ont même déjà anticipé la campagne qui vient. Ils ont déjà mobilisé avec Standard Chartered, avec une couverture méga, une somme relativement importante pour nous accompagner dans le rollout de notre stratégie agricole afin d'atteindre dans les années à venir une autosuffisance alimentaire, non seulement dans le secteur agricole, mais aussi dans le domaine de l'élevage. Une dernière question, Monsieur le ministre, sur la Tabaski. Nous sommes à quelques mois de cette fête. Récemment, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, avait pris certaines mesures dans le but de satisfaire la forte demande par un approvisionnement correct du marché en moutons. Comment ces mesures, notamment l'assouplissement du contrôle des camions et l'exonération des droits de taxes, vont-elles concrètement augmenter l'approvisionnement? D'abord, vous me permettez de remercier toute la communauté des éleveurs. Aujourd'hui, pour une autosuffisance en moutons, dans le circuit des marchés de Tabaski, on a besoin de 810 000 moutons. Mais présentement, seulement 250 000 auront besoin d'être importés de la Mauritanie ou du Mali. Et son Excellence président de la République et le Premier ministre m'ont déjà instruit. Dans moins de 10 jours, je compte aller en Mauritanie, discuter avec mon cher frère, le ministre de l'Élevage, avec qui j'ai déjà parlé ce matin. On a déjà convenu d'une mission que je dois diriger avec mes équipes en Mauritanie et au Mali. Donc cette année, on sera loin de la cherté de moutons. Absolument. Puis, vous savez, c'est une question de l'offre et de la demande. Mais notre gouvernement a déjà mis au point toute une stratégie pour que le Sénégal soit autosuffisant en moutons. Merci beaucoup. Merci, M. Mabouba Diagne. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage. Merci. Direction la Gambie qui se part de ses plus beaux atouts à la veille du 15e sommet de l'Organisation de la coopération islamique, prévu initialement pour 2020. L'événement tant attendu va finalement se tenir avec des préparatifs méticuleux et la confirmation de la participation de tous les membres. Banjul se transforme en un véritable carrefour diplomatique. On voit tout cela avec Ibrahim Adam. Il cristallise tous les regards. Une belle vue pour un centre qui est fin prêt à accueillir ses hôtes. Voici le Centre international de conférence d'Aouda Kairaba Jawara. C'est ici que toutes les activités vont se tenir durant le sommet. Déjà, toutes les dispositions sont prises pour un événement qui était prévu en 2020. Nous sommes vraiment fin prêts pour une bonne organisation de ce sommet. Comme vous le savez tous, c'est un sommet qui devrait se tenir en 2020. Mais maintenant, toutes les dispositions sont prises pour que le sommet se passe dans d'excellentes conditions. Pour la réussite de cet événement justement, la Gambie a sonné la grande mobilisation dans tous les secteurs d'activité. À préciser aussi que tous les secteurs d'activité de la Gambie ont été mobilisés pour l'organisation de cet événement, que ce soit la sécurité, le transport, logistique, entre autres, tout est mis à contribution pour une réussite de l'événement. Un événement bien apprécié par les Gambiens et autres participants. Le combat qui doit être porté par tout le monde, économiquement, politiquement et partout. Nous sommes là pour aider à organiser et instaurer les liens qui nous lient depuis le temps aussi. Et vraiment, du moment que notre président est le président de l'Union africaine, aussi a accumulé beaucoup d'efforts pour aider la Gambie. Les autorités magnifient une telle organisation qui aura sans doute un impact positif pour le pays.
Nous sommes vraiment contents parce que ce sommet peut beaucoup apporter à la Gambie. C'est un sommet d'opportunités et c'est pour cela que nous faisons tout pour que le sommet soit vraiment réussi et dans tous les domaines. Donc nous remercions tous ceux qui ont participé de près ou de loin à la réussite de cette organisation au bénéfice de la Gambie. A précisé que tous les 57 membres que compte l'Organisation de la coopération islamique ont déjà confirmé leur participation. Reste maintenant à relever le pari de l'organisation. Et en direct de Banjul, nous retrouvons notre envoyé spécial Ibrahima Ndong. Bonsoir Ibrahima. D'abord, dites-nous pour quelles raisons le sommet de l'OCI a-t-il été reporté en Gambie? Bonsoir René Léo Fonseca. Alors, il faut tout simplement comprendre que ce report s'explique par un concours de circonstances, des circonstances inhérentes justement au non-achèvement de la construction de certaines infrastructures comme le Centre international de conférence Daouda Kairaba Diawara où nous sommes actuellement. Rappelez que c'est le centre qui doit abriter toutes les activités de ce sommet. En plus de ce centre, René, il y a aussi la construction d'une route deux fois qui part du centre jusqu'à l'aéroport international de Banjul qui devrait être construit. À cela s'ajoute le salon VIP de l'aéroport international de Banjul, mais aussi et surtout l'hôtel qui devrait abriter en tout cas l'ensemble des délégations officielles de ce 15e sommet de l'Organisation de coopération islamique. Alors vous comprenez aisément que c'est ce qui a expliqué en tout cas le report à 3 fois de suite de ce 15e sommet que la Gambie devrait organiser depuis 2020. Mais il fallait quand même attendre que toutes les conditions soient réunies pour permettre une belle organisation de cet événement à dimension internationale. Mais qu'en est-il des différentes délégations? Ont-elles toutes répondu présentes? Je vais répondre par l'affirmatif René Léon Fonseca. Et au moment où je vous parle, il y a une délégation de la Turquie, un avion qui conduit une délégation turque qui s'est immobilisé sur le tarmac de l'aéroport international de Banjul. Mais auparavant, d'autres délégations étaient déjà là. Précisez que tous les 57 pays membres ont déjà confirmé leur participation à ce 15e sommet de coopération islamique. Et comme vous le savez, la Gambie n'a pas lésiné sur les moyens pour pouvoir accueillir la Oumma islamique dans d'excellentes conditions. Mais auparavant, il faut rappeler qu'il y a un travail préparatoire qui a été fait. Des préalables ont été posés. Parmi ces préalables, on peut noter les rencontres qui ont été menées par le Conseil des ministres des Affaires étrangères, précédé de rencontres d'experts de la coopération islamique. Et c'est en fonction de ces conclusions-là que les chefs d'État et les chefs de gouvernement vont devoir piocher pour pouvoir en tout cas tirer des conclusions. Alors, il faut tout simplement préciser que Fonseca, aujourd'hui, la Oumma islamique va sans doute se pencher sur plusieurs questions et le Conseil des ministres des Affaires étrangères l'a rappelé. La question de la Palestine a été soulevée, mais aussi plusieurs questions qui s'articulent autour du développement des pays de la Oumma islamique vont être soulevées durant ce conseil, durant plutôt ce sommet, un sommet prévu demain. L'ouverture officielle de ce sommet donc est prévue demain et ça sera l'occasion pour les chefs d'État et les chefs de gouvernement de prendre d'importantes mesures allant dans le sens d'un développement durable pour toute la Oumma islamique. Merci Ibrahima Ndong pour ce compte rendu et pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous étiez en direct de Banjul où se tient le 15e sommet de l'Organisation de la coopération islamique. Justement, les rideaux sont tombés sur la réunion du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation de la coopération islamique. Les ministres, tout comme les experts, sont chargés de travailler sur des documents qu'ils vont mettre à la disposition des chefs d'État et chefs de gouvernement. Des travaux qui précèdent l'ouverture officielle de ce samedi 4 avril. Pendant ce temps, on note toujours l'arrivée des délégations. On reste avec vous, Ibrahima Ndong.
Un trafic dense, un ciel chargé pour répondre à l'appel de la Oumma. Sur le tarmac de l'aéroport international de Banjul, un balai incessant d'avions venus de plusieurs horizons. Pour ce 15e sommet de l'Organisation de la coopération islamique, tous les 57 pays membres ont confirmé leur participation. Mais l'ouverture officielle est précédée d'un calendrier, avec des travaux dirigés par des experts, mais aussi par le Conseil des ministres des Affaires étrangères. Ils sont donc chargés de préparer les documents au profit des chefs d'État et des chefs de gouvernement. La réunion du Conseil des ministres des Affaires étrangères a été une occasion d'aborder plusieurs questions, comme la situation en Palestine. Notre présent sommet revêt une importance particulière compte tenu des graves développements qui connaissent la cause palestinienne à la lumière des crimes génocidaires et anti-humanitaires commis par les forces d'occupation contre le peuple palestinien désarmé à Gaza et dans les territoires palestiniens occupés, ce qui exige de notre part le renforcement de l'action commune et la solidarité islamique en appui à la cause palestinienne et aux droits légitimes du peuple palestinien, conformément à nos propositions exprimées lors de nos récentes réunions. Le Conseil des ministres a aussi réitéré sa volonté de réaliser tous les projets et programmes au profit de la Oumma islamique. Réitérer mes félicitations à toutes les institutions de l'OCI pour leur collaboration et leurs efforts en faveur de la concrétisation des divers programmes et projets au profit de nos États membres. En conclusion, je réaffirme mon engagement personnel ainsi que celui du secrétariat général à œuvrer à la réalisation des objectifs à nous assigner tels que stipulés dans les résolutions du sommet islamique et du Conseil des ministres des Affaires étrangères. Initialement prévue pour un jour, cette rencontre sera finalement résumée en une seule journée, en attendant l'ouverture officielle prévue ce samedi 4 avril. Et retour chez nous, cap sur le nord, à l'ombre du lac de Guiers, où les habitants de Tiago, un village de la commune de Mbane, font face à un paradoxe frustrant. Malgré la proximité de l'une des plus grandes réserves d'eau douce du Sénégal, ils peinent à accéder à l'eau potable. Avec un forage défaillant et des besoins qui s'intensifient, la communauté réclame désormais un accès amélioré aux services sociaux essentiels. C'est un reportage d'Abdouat. Le linge sale se lave en famille, mais à Tiago, la formule prend un autre sens. C'est dans ce cours d'eau que les femmes exécutent cette tâche ménagère. Le manque d'eau dans les foyers et les habitudes justifient le choix de ces braves dames. On n'a qu'un seul problème, c'est l'accès à l'eau. Tu m'as trouvé ici en train de faire le linge. Si on avait de l'eau à la maison, on ne serait pas là. Situé à 7 km de Richard Toll dans la commune d'Ambane, Tiago vit cette situation de pénurie depuis plusieurs années. Un paradoxe pour le village traversé par le lac de Guiers, source d'eau douce qui alimente Dakar et des millions de Sénégalais en eau potable à des centaines de kilomètres. À 1 kilomètre du lac se trouve ce château d'eau, construit en 2009. Il est connecté à 9 bornes fontaines réparties entre Tiago et 6 autres localités voisines. Mais problème. À l'époque, on n'avait pas de problème. Alors, les branchements domestiques sont réalisés. Au fur et à mesure, ces branchements se sont accentués, ce qui a conduit à une saturation. À la base, le forage n'était pas prévu pour des branchements domestiques. Autre équation, la vétusté des installations. Le forage n'arrive pas à satisfaire la demande. La facture d'électricité devient très salée. Avec une capacité de 6 mètres cubes heure, le château d'eau n'est plus en mesure de ravitailler correctement les 6000 habitants. Désespérés, certains d'entre eux utilisent l'eau du lac.
Nous voulons un plus grand forage. Les tuyaux sont de type 63. Ils sont trop petits. C'est cette eau que nous buvons en y mettant de l'eau de javel. Boire de cette eau est à l'origine de certaines pathologies, comme la bilharziose ou les diarrhées récurrentes chez les enfants. Les populations se ravitaillent en l'eau de fleuve, donc il y a les diarrhées, la bilharziose et tout ça, les vomissements. Il y a aussi d'autres problèmes, des infections respiratoires aiguës. Le poste de santé souffre autant que ses malades. Déficit de personnel, manque d'équipement dans une structure qui polarise 7 villages. Presque 2 ans, c'est moi qui gère la maternité et l'infirmerie en même temps. De ce fait, il y a certaines populations qui ne veulent pas que la femme les consulte, surtout les hommes par exemple. Renforcer le personnel, un impératif pour une meilleure prise en charge des patients, régulièrement référés à l'hôpital de Richard Toll. Par mois, au moins, je consulte plus de 300 malades par mois. À peu près 300 malades par mois. C'est dur. Au moins qu'il y ait un infirmier, un assistant infirmier et au moins 2 sages-femmes. À l'approche de l'hivernage, le spectre des inondations refait surface. Chaque hivernage, on est obligé d'évacuer le poste après la pluie. L'autorité du village est engagée sur plusieurs fronts comme l'éducation. Le village est doté d'un collège depuis 2020, mais il attend toujours ses salles de classe. Le conseil rural nous a octroyé un site, mais on attend toujours les salles de classe. Les élèves suivent les cours dans ces abris provisoires, ouverts dans cette rizerie. Des conditions d'études précaires qui ont produit malgré tout d'excellents résultats au BFM. Malgré les résultats que nous avons eus, les résultats satisfaisants que nous avons eus l'année dernière, l'établissement n'a pas bénéficié encore de construction de salles de classe. La première promotion a un taux de réussite de 100%, une fierté pour le village. Avec un milieu naturel favorable à l'agriculture, la pêche et l'élevage, Thiago bénéficie de plusieurs atouts pour devenir prospère. Un meilleur accès aux services sociaux de base devrait aider ses habitants à sortir la tête de l'eau. L'école de l'armée de l'air célèbre ses 40 ans d'existence dans une ambiance solennelle et festive. Officiers, sous-officiers, élèves et personnels civils se sont rassemblés pour honorer cette institution prestigieuse à travers diverses activités visant à valoriser le rôle et les missions de l'armée de l'air. Ney Koumba Ndiaye. La célébration des 40 ans de l'école de l'armée de l'air est une occasion de reconnaître le travail abattu par les premières générations d'élèves, mais aussi d'instructeurs et de chefs militaires. De quelques stagiaires à ses débuts, l'école compte actuellement environ 200 élèves officiers, sous-officiers, civils sénégalais et étrangers. L'école est aujourd'hui dans une phase active de transformation depuis qu'elle a enclenché une montée en puissance. Aujourd'hui, l'école de l'armée de l'air compte environ 200 élèves en internat, officiers, sous-officiers et civils, sénégalais et étrangers, répartis dans plusieurs spécialités telles que la maintenance aéronautique, le pilotage et le contrôle aérien. Ces élèves sont répartis dans plusieurs spécialités telles que le pilotage, la maintenance, entre autres. Afin de mieux réussir leur formation, ils ont besoin aussi des conseils des pionniers. Aux pilotes, les conseils que l'on peut donner sont d'abord, pendant la formation, ne traînez pas de lacunes, c'est-à-dire ne restez pas dans le doute. Essayez de comprendre. Ensuite, en unité, évitez d'être trop confiant, car l'aéronef est une machine qui peut lâcher à tout moment. N'oubliez pas non plus que chaque vol doit être pris comme une leçon. Soit on apprend de ses erreurs, soit on apprend d'un autre membre d'équipage. Aujourd'hui, l'école de l'armée de l'air fait le cap vers l'avenir, avec une mission principale, la formation des cadres. Pour cela, il faut rester à l'avant-garde de l'innovation et des nouvelles technologies. En effet, dans un monde en constante évolution,
l'école de l'armée de l'air doit rester à l'avant-garde de l'innovation pédagogique, mais aussi technologique. Les métiers de l'aéronautique militaire étant particulièrement exigeants, il est impératif de continuer à investir dans nos infrastructures, nos programmes et nos ressources humaines, afin de garantir aux aviateurs une formation de qualité répondant aux exigences du XXIe siècle. L'occasion a été ainsi saisie pour inaugurer l'allée colonel Raoul d'Acosta devant sa famille et les anciens. Pour rappel, les élèves intègrent l'armée de l'air chaque année à la suite d'un concours. Le niveau bac pour les sous-officiers et la licence pour les officiers. En sport, la Basket African League bat son plein à Dakar Arena du 4 au 12 mai. L'AS Douanes, porte-étendard du Sénégal, entre dans l'arène pour sa 3e participation avec l'ambition de surpasser leur performance de finaliste de la saison dernière. Préparation intensive à l'Institut Djambar d'Umbour et un effectif renforcé promettent une compétition palpitante, nous dit Fatmata Savoné. De la concentration, de la constance dans l'engagement et beaucoup de sérénité, voilà le triptyque sur lequel le coach Pabi Gueye compte aborder la compétition. Je me suis dit la BL est une compétition africaine, la NBA une ligue américaine. Pourquoi ne pas valoriser aussi nos fils africains pour qu'ils puissent bien représenter leur pays, leur continent, ne pas sortir de leur continent et pouvoir vivre de leur art. Pour une 3e participation à la compétition, les coéquipiers de Jean-Jacques Boissy se préparent depuis une dizaine de jours du côté de l'Institut Djambar, dans la grande salle de la NBA Academy. Je pense qu'on est prêt et on n'a toujours pas assez, on se donne toujours à fond pour être meilleur. On s'entraîne dur avant qu'on parte en regroupement à la balle, deux fois par jour avec le coach. Donc je pense qu'on est assez prêt. Il reste un peu la synchronisation avec les nouveaux joueurs, mais ça passe crème pour le moment. Alors aujourd'hui, vous et vos coéquipiers, quel est votre objectif pour cette compétition? Je pense que l'objectif, c'est d'abord se concentrer sur chaque match, parce que chaque match sera important. Et l'année passée, on est allé jusqu'en finale. Je pense que l'objectif cette année, c'est de gagner la finale, Inch'Allah. Les Gablous, avec de nouveaux éléments dans leur effectif, comme Abdoulaye Aruna du Niger, l'Ivoirien Mike Fofana ou encore le Nigérian Obekpa. Des retours sont également notés avec Samba Dalifal, Jean-Jacques Boissy, un groupe de 13 professionnels qui ont l'ambition de faire mieux que la saison dernière. L'effectif, je pense, est beaucoup plus homogène que celle de l'année dernière. C'est le constat que j'ai fait. Maintenant, j'en saurai davantage à la fin de la conférence du Sahara. Mais je sais que les 13 joueurs, seuls 2 joueurs n'ont jamais participé à la BL. Il s'agit d'Akek le Soudanais et Abdul Aziz, le plus jeune joueur de cet effectif. Donc tout le reste ont au minimum fait 2 BL. Donc il y a un mélange de jeunesse et d'expérience à cette compétition. Des joueurs engagés, compétitifs avec de l'expérience, les douaniers sont conscients du défi à relever dans la Basket Africa League pour cette saison. L'année dernière, on avait très mal commencé ici à Dakar. N'empêche qu'on a été jusqu'en finale. Donc on va essayer de prendre match après match. Essayer de bien représenter d'abord le Sénégal ici, rendre le public sénégalais heureux. Ce qui me revient à l'esprit, c'est notre dernier match ici à Dakar, l'année dernière contre Monastir, où nous avons vu un public vraiment heureux, des Sénégalais vraiment fiers de leurs équipes, qui s'enlaçaient, qui se félicitaient, d'autres qui pleuraient même de joie. Donc c'est cette image que je voudrais vraiment préserver pour pouvoir les rendre encore beaucoup plus fiers, plus heureux en se qualifiant à Kigali. Et à partir de Kigali, là, c'est un autre championnat, tout peut arriver. Les hommes de Mamadou Gueye Pabi vont entrer en liste ce samedi. Ils auront à en découdre avec l'armée patriotique rwandaise basketball, l'US Monastir de Tunisie et les River Hoopers du Nigeria. La compétition démarre ce samedi 4 mai et ce jusqu'au 12 mai prochain
L'AS Douanes compte terminer l'étape de Dakar en remportant l'un des 2 tickets qualificatifs pour la suite de la compétition au Rwanda pour les playoffs. Ce sera du 24 mai au 1er juin à Kigali. Plongeon gagnant pour le Sénégal au 16e championnat d'Afrique de natation en Angola. Oumy Diop décroche l'or aux 100 mètres papillon avec un impressionnant chrono d'1 minute et 2,55 secondes. Après avoir déjà récolté l'argent et le bronze, elle continue de faire des vagues et place haut les couleurs du Sénégal à Luanda. Ibrahim Mboup. L'hymne national du Sénégal a retenti hier soir dans la capitale angolaise. Bonheur, fierté et sentiment du devoir accompli pour Oumy Diop. En finale du 100 mètres papillon, Oumy Diop n'était pas forcément la grande favorite. Mais elle avait de solides arguments et d'énormes atouts pour faire sensation. Tous les projecteurs étaient braqués sur la Sud-Africaine Jem Moot. Oumy Diop, tel un poisson dans l'eau, a éclaboussé de son talent la piscine d'Alvalade. Devançant sa concurrente de peu, elle s'adjuge la médaille d'or, la nouvelle reine du 100 mètres papillon africain et sénégalaise, une fois de plus. Oumy Diop a fait carton plein à Luanda. L'or aux 100 mètres papillon, l'argent aux 50 mètres papillon et 2 bronzes aux 100 mètres nage libre et aux 50 mètres d'eau avec à la clé le record du Sénégal. Elle est championne d'Afrique pour la 2e fois. En 2021 à Accra, elle s'était parée d'or aux 100 mètres papillon. À seulement 20 ans, l'étudiante à l'université de Grenoble est le porte-drapeau de la natation sénégalaise. Et à présent, la première réaction de la championne d'Afrique, Oumy Diop, elle dit être contente après sa médaille d'or et demande plus de soutien de la part des autorités. Elle est au micro d'Ibrahim Mboup. C'est une énorme de fierté qui m'anime, un sentiment d'accomplissement, parce que j'avais eu ce titre il y a 3 ans, donc je suis très contente de revenir encore avec ce titre. Alhamdoulilah. Racontez-nous un peu la finale avec les sensations que vous aviez eues avant, pendant et après. Avant, j'étais très stressée parce que c'est une finale, sachant que ce soir-là, j'avais 2 finales. Mais ça s'est bien passé. Avant de partir faire la cérémonie protocolaire, j'ai appelé maman, etc. J'étais très émue pendant l'hymne parce que c'est toujours quelque chose de faire retentir l'hymne du Sénégal. Et voilà, c'est bon. Est-ce que c'était difficile pour vous d'aller chercher cette médaille d'or? J'ai essayé de partir avec beaucoup de confiance. J'ai un peu craqué vers la fin, mais on revient avec les chiffres, donc alhamdoulilah. Dans ces championnats d'Afrique, vous avez le bronze, l'argent et l'or. Est-ce que vous vous attendiez à une moisson de ce calibre? Je ne m'attendais pas à revenir avec autant de médailles. Je ne sais pas trop pour l'instant et j'ai 4 médailles, donc je suis très contente du résultat. Aujourd'hui, quel est le message que vous lancez au peuple sénégalais, aux autorités? On imagine que ça n'a pas été facile en termes de préparation pour ces championnats d'Afrique. Ça n'a pas du tout été facile. On fait comme on peut, que ce soit un appel aux autorités, au gouvernement et aux ministères qui viennent se former pour qu'ils supportent beaucoup plus la natation. Parce que la natation, ce n'est pas un sport qui est très représenté de gouvernement. Les Olympiques sont pas très longtemps. Et en plus bref athlétisme, les relayeurs sénégalais sont aux Bahamas pour la qualification aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Ils vont s'aligner dans l'épreuve du 4x400. Des athlètes venant d'une quarantaine de pays sont en lice samedi et dimanche pour valider leur ticket aux Jeux Olympiques Paris 2024. Et je rappelle que vous pourrez suivre l'émission Saïtou avec Abdoulaye Barry à la fin de la page spéciale sur le Dakar de Médina Gounass, émission qui sera consacrée ce soir à la pêche avec cette question cruciale: comment préserver les ressources et instaurer une pêche durable. Ainsi va l'actualité de ce vendredi soir. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis, merci de votre attention et de votre fidélité. Je vous souhaite une excellente soirée.